Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 28 mars et à la une de cette édition, le Tour de Mayotte en fauteuil roulant fait escale à Mamoudzou. La deuxième édition se poursuit avec cette 12e étape qui relie Mamoudzou à Koungou. Amdi Ousseni Koko, dit Dr Léo, a réussi en 2017 à réaliser le premier Tour de Mayotte en fauteuil. Cette nouvelle édition qui prendra fin ce dimanche 31 mars est l'occasion de sensibiliser la population aux conditions de vie des personnes en situation de handicap à Mayotte. Paul-Arthur Avit est parti suivre le cortège. Reportage. Le Tour de Mayotte en fauteuil roulant continue sur sa lancée. Le rendez-vous était donné ce matin devant la MJC de Mgombani pour un départ à 9h30 pour rejoindre Koungou, soit un trajet de 8 km. Le cortège, escorté par la police municipale, la Croix-Rouge, les ambulances du Nord et les associations locales, a tracé la route pour sensibiliser la population. L'action qui est mise en place aujourd'hui, c'est le TMF, le Tour de Mayotte en fauteuil roulant. C'est une action de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on parcourt toute l'île de Mayotte pour aller rencontrer toute la population mahoraise et espérer rencontrer aussi les élus locaux pour les sensibiliser. Une sensibilisation qui permettrait une prise de conscience sur le manque d'infrastructures adaptées aux personnes en situation de handicap. Le premier Tour de Mayotte avait remporté un franc succès en 2017. Il a même réussi à s'exporter à La Réunion. Cette année, c'est les Réunionnais qui sont venus prêter main forte à Dr Léo pour son Tour de Mayotte. Moi, je suis venu à La Réunion parce que comme le Dr Léo m'a participé l'autre année, et alors il m'a invité, pourquoi pas que on partage le même projet, même sentiment et même l'action. Et je donnais mon cœur, je donnais ma connaissance pour participer sur toute l'île de Mayotte. Partis il y a 2 semaines, les membres de l'association Handicapables et les bénévoles boucleront leur tour de l'île dimanche. Au programme, encore 2 étapes, Koungou-Bandrabois samedi et Bandrabois-Amjago dimanche qui conclura ce périple. Et la grève se poursuit du côté du SNUPP-FSU. 3e jour de mobilisation ce matin. Le syndicat majoritaire dans le premier degré refuse de relâcher la pression. Ses membres exigent le retrait de la réforme de la fonction publique et du projet de loi Blanquer. Après des rencontres avec le vice-rectorat et la préfecture, des représentants syndicaux ont pu échanger avec le sénateur Tani. Pour l'heure, les réponses ne conviennent pas au SNUPP qui compte durcir son mouvement dans les prochains jours. Au montage, Leslie Vumenet. Après le vice-rectorat et la place de la République, le SNUPP-FSU a décidé d'investir le chef-lieu afin de se faire entendre. Car si les rencontres avec les autorités se multiplient, peu de réponses sont pour l'heure apportées. Il était question donc à partir de maintenant, après 2 tentatives de rassemblement, 2 jours de rassemblement et manif, on passe à l'action, c'est-à-dire être un peu plus perturbateur qu'auparavant. Donc aujourd'hui, ce sera ça, sachant qu'il y a d'autres manifestations dans Mamoudzou. Donc nous, on a préféré aller ici, à l'extérieur, ne pas trop déranger dans Mamoudzou. Voilà. L'objectif est qu'on comprenne qu'il va falloir tout mettre en œuvre pour nous sortir de là, donc répondre à nos revendications. Des revendications qui sont pour certains des craintes d'une perte de statut. En effet, la réforme de la fonction publique fait craindre aux syndicats de perdre les acquis qu'implique le statut de fonctionnaire. Tous ces textes-là vont détruire la fonction publique, vont détruire l'école. Il y a par exemple cette vision premier degré ou second degré. Là-dessus, on est très inquiet parce qu'on n'a aucune idée de ce que vont devenir les enseignants de l'éducation nationale. À 15h, des représentants du syndicat ont rencontré le sénateur Tani. Ce dernier a tenté de rassurer quant aux intentions du gouvernement, mais il faut plus que des mots pour mettre fin à ce mouvement illimité. Tout autre sujet maintenant, l'agglomération de Dembéni-Mamoudzou concentre 2/3 des déplacements de l'île. La circulation y est chaque année de moins en moins fluide en raison d'une hausse de 2,5 véhicules par an. Compte tenu de ce contexte et d'autres arguments, notamment environnementaux, 90% de la population serait favorable à la mise en place d'un réseau de transport en commun. Si la mise en service de ce réseau ne verra pas le jour avant l'horizon 2023, le projet suit son cours. Une conférence de presse avait lieu ce matin pour dévoiler l'identité visuelle de Caribus et aborder la place à donner aux taxis dans cette nouvelle organisation. Un sujet signé Marion Tellier.
Il sera le premier réseau de transport en commun sur l'île. Le projet Caribus suit son cours et progresse sur les questions de mode de gestion, de tarification, d'acquisition des bus ou encore de négociations relatives au foncier. Porté par la communauté d'agglomération d'Embeni Mamoudzou, les premiers chantiers devraient débuter dès la fin de l'année 2019. Pour l'heure, la CADEMA et ses collaborateurs viennent de rendre publique la nouvelle identité visuelle du réseau de transport. Un logo bicolore signé d'un slogan « Pour un horizon commun ». C'est un logo donc, qui a eu une large concertation. Les jeunes ont été consultés à travers le conseil municipal des jeunes, les élus ont été consultés, la population a été enquêtée et il y a eu plusieurs propositions et in fine nous avons retenu la proposition qui rassemble le plus grand nombre. Voilà. Donc nous sommes tous satisfaits et ce logo, je pense, vous verrez, la population le verra, c'est un logo vraiment qui reflète bien le dynamisme de la CADEMA de Mamoudzou d'Embeni. Une image moderne ayant vocation à montrer avec justesse les visages de la mobilité de demain, avec un réseau d'une vingtaine de bus répartis sur 4 lignes et fonctionnant en complémentarité avec les taxis. Ces derniers ne seront pas exclus du projet, mais au contraire accompagnés, notamment dans l'amélioration de leurs services. La CADEMA a à ce titre commandité une enquête de satisfaction auprès des clients de taxi. Cette enquête avait pour objectif d'apprécier et d'évaluer la satisfaction des clients des taxis et de permettre dans un premier temps aux taxis de s'engager dans une démarche d'amélioration continue, donc d'améliorer leur qualité de service, notamment par rapport au confort, par rapport à l'accueil, par rapport à la conduite, par rapport à un certain nombre de facteurs qui nous paraissent importants. Et puis pour nous, la CADEMA, c'est également une opportunité pour pouvoir anticiper sur les besoins et les attentes de nos futurs clients de transport collectif urbain. 1000 répondants ont été interrogés pour cette enquête. En résulte un taux de satisfaction de seulement 55%, un indice faible en raison d'insatisfactions telles que le nombre insuffisant de taxis, l'accueil des chauffeurs ou encore le refus de desservir certaines zones. Le bilan détaillé de l'enquête sera présenté aux chauffeurs samedi prochain à 8h30 à la CADEMA. La question de la place qu'occuperont les taxis dans ce projet de transport urbain sera au cœur des discussions du conseil communautaire de la CADEMA. Ce dernier devrait avoir lieu dans les prochains mois. Parlons d'Europe dans votre journal et plus précisément de fonds européens. Mayotte accueille actuellement Thibaut Guignard, le président de Leader France. Leader signifie liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Il s'agit d'un programme d'initiative communautaire en faveur du développement rural. Objectif, inciter et aider les acteurs ruraux à réfléchir sur le potentiel de leur territoire dans une perspective de plus long terme. Écoutons justement Thibaut Guignard qui nous parle du rôle que peut jouer Leader France à Mayotte. Le programme Leader est né d'une idée que dans le milieu rural, il n'y avait pas que des agriculteurs et que les agriculteurs ne sont pas non plus que des agriculteurs. Le soir, ils sont pères de famille, investis dans le monde associatif, dans la vie culturelle, etc. Et qu'il fallait développer autre chose dans le milieu rural autour de l'agriculture. Et donc Leader peut financer beaucoup de choses, la culture, la jeunesse, l'insertion, le tourisme, la protection de l'environnement. Leader est un programme très généraliste. Alors à Mayotte, il y a des opérations qui sont en cours puisque vous êtes éligible à Leader depuis cette période de programmation, c'est-à-dire depuis 2016. Donc les dossiers sont en cours. Nous sommes allés visiter l'écomusée à Brandélé. Nous sommes allés visiter une épicerie solidaire à Sapéré, à Mamoudzou. Vous m'excuserez pour déformer les on dit Brandélé et Sapéré, mais voilà, c'est bien. En mahorais. Et donc ce sont des projets qui sont très intéressants parce que ce sont des projets qui répondent aux besoins de la population locale et ce sont des projets qui sont menés par les acteurs locaux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des projets qu'on vient calquer en disant vous avez besoin de cela, on vient l'installer chez vous. Le directeur de la SMAE qui s'explique sur les coupures d'eau, la CGT Éducation solidaire des mouvements de grève locaux ou encore un préavis déposé au sein de l'entreprise SMCI. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce jeudi 28 mars. Depuis le début de semaine, les habitants de plusieurs quartiers de Mamoudzou, Pamandzi et Koungou sont victimes d'une coupure d'eau. Si les choses rentrent peu à peu dans l'ordre, la colère gronde. Le directeur de la SMAE a donc décidé d'expliquer l'origine de ces manques d'eau. Selon Jean-Michel Renon, l'île connaît une dégradation forte de la qualité de l'eau des rivières suite aux fortes pluies orageuses de ces derniers jours. Lorsqu'il y a de fortes pluies, les sols sont lessivés, entraînant dans les rivières de la terre et autres déchets. La qualité de l'eau des rivières est tellement dégradée qu'elle dépasse la capacité de traitement des usines de production d'eau.
La SMAE est dans ces conditions contrainte d'arrêter ou de fortement réduire le débit de production jusqu'à ce que l'eau des rivières retrouve une qualité compatible avec celle que les usines peuvent traiter. En début de semaine, les 3 principales stations ont été touchées par le phénomène. Dans ce cas de figure, il faut plusieurs jours pour reconstituer des réserves et avoir une sécurité minimale. La SMAE assure être mobilisée pour progressivement rétablir la situation. Depuis mardi, la CGT Éducation soutient les mouvements de grève dans le second et le premier degré à Mayotte. Selon le syndicat, depuis le 19 mars, la multiplication des assemblées générales regroupant des personnels du premier et du second degré montre le rejet de la politique menée par Jean-Michel Blanquer. La CGT Éducation souhaite que le gouvernement prenne la mesure de la colère qui s'exprime et retire ce projet de loi. Le syndicat ajoute, je cite, « Nous refusons les menaces de sanctions que le ministre laisse planer pour intimider les collègues qui expriment leur désaccord avec sa politique. Cela concerne en particulier celles et ceux qui s'opposent aux évaluations nationales et au tri de Parcoursup. La CGT Éducation soutient toutes les mobilisations locales en cours et s'engage à travailler à la construction du cadre unitaire qui permettra au personnel de faire entendre leur voix et leurs revendications. Autre colère du côté de la SMCI cette fois. Selon la CGTMA, le climat social de l'entreprise est dégradé et les différentes réunions entre la direction et les représentants du personnel n'ont rien donné. Dans ces conditions, le syndicat vient de déposer un préavis pour une grève illimitée à partir du lundi 1er avril 2019 à 7 h. Il concerne tout le personnel de l'entreprise SMCI. Les revendications portent sur le respect du personnel par le directeur et le responsable du service après-vente, l'application de la grille salariale de la CCN automobile applicable pour les différentes catégories de salariés en 2019. Le syndicat exige par ailleurs un 13e mois, des tickets restaurants, un réaménagement du parking de stationnement pour les salariés, la possibilité d'acheter des véhicules internes en occasion ou neufs à un prix avantageux, une prime de transport ou encore une prime d'insalubrité pour les activités d'entretien des véhicules, peinture et toute activité dans l'atelier. La CGTMA assure rester ouverte à des négociations en présence d'un représentant départemental. Comme évoqué par le directeur de la SMAE, la pollution des cours d'eau est une problématique de premier ordre sur le territoire. Il y a quelques semaines, nos équipes se sont penchées sur la fabrication de l'eau potable en usine dans le cadre de l'émission Agir pour l'environnement, moi j'y crois. Nous avons pu accéder à l'usine de production de l'Ourouveni, alimentée par la rivière du même nom. Un reportage signé Daniel Dunon et Leslie Vimonet. L'eau qui coule de nos robinets provient soit directement d'un captage, soit d'une usine de production d'eau potable. À Mayotte, il existe 5 stations de traitement d'eau douce, ainsi qu'une usine de dessalement d'eau de mer. L'usine de l'Ourouveni alimente le sud et le centre de l'île. Elle possède une capacité de production de 10 000 m3 par jour, divisée en 2 filières de traitement indépendantes. Notre ressource principale, c'est le captage de l'Ourouveni. Si on sèche ici, c'est que la rivière, on peut le gonfler par la retenue. C'est qu'on ouvre une vanne là-bas, on fait surverser l'eau sur la rivière, sinon on le récupère par la canalisation. On a un deuxième captage aussi qui est à Mroualé, qui est dans la commune de Tsingoni, avec une conduite qui rentre directement dans des trous qui sont là et qui renvoie l'eau aussi dans cette rivière-là. Plusieurs étapes de nettoyage sont nécessaires pour rendre cette eau propre à la consommation. Ces étapes peuvent varier selon le niveau de pollution de l'eau pompée. À son entrée dans l'usine, l'or bleu traverse une grille de barreaux qui stoppe les plus gros déchets. Elle continue son chemin et traverse un grillage plus serré qui retient les petits déchets. Vient ensuite l'étape de la décantation où les impuretés se regroupent et forment de petits paquets qui tombent au fond du bassin de décantation. Si on laisse comme ça, là, il y a toutes les flocs qui vont se former et ça va se décanter. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Vous voyez ? Là, c'est pris en différentes hauteurs et... Ouais, et la qualité, il n'est pas pareil. C'est que plus que tu montes, plus qu'il devient propre. Et si on monte en haut, l'eau, il est vraiment propre. Mais il n'est pas potable. Hein. C'est de l'eau décantée. Après la décantation, l'eau traverse une épaisse couche de sable qui arrête les dernières petites impuretés visibles. Elle passe ensuite à travers une couche de grains de charbon qui absorbe les morceaux de matière organique encore présents. L'eau est maintenant potable, mais afin qu'elle conserve sa bonne qualité en parcourant les canalisations de l'usine aux consommateurs, un désinfectant est ajouté. On utilise du sel. C'est de l'anacelle, c'est comme le sel de cuisine. On remet du sel dans un adoucisseur, il passe à l'intérieur, il est chauffé par le cathode et dessus on ressort du chlore. On ressort du javel dessus. C'est que maintenant notre chlore on le fabrique nous-mêmes.
Des pompes renvoient l'eau potable dans 2 réservoirs de stockage de 2000 m3 situés à Chicony. De là, l'eau part vers le sud et le centre de l'île. Et si un problème de qualité survient, l'usine s'arrête automatiquement. Là, on a notre poste de commande. Dès qu'il y a une variation de qualité de l'eau, le mec qui est là, il voit tout de suite et il peut réagir. Parce que nous, on a un système de sécurité dessus. C'est qu'on a un taux, un taux de turbidité qu'on ne peut pas dépasser. C'est que si lui il monte et qu'il atteint le 2 NTU, il y a l'usine qui se coupe automatiquement pour éviter d'envoyer de l'eau polluée dans le réseau. En parallèle de l'exploitation des eaux de surface, les ressources profondes représentent 18% des ressources de la production à Mayotte. En supplément des 17 captages de l'île, 21 forages sont ainsi exploités. Ici, on a la tête du forage. Donc, on a fait un trou on peut faire jusqu'à 85 mètres de profondeur. Et c'est là où on a le champ captant. Pour ici, on envoie ça à la station de traitement de l'eau revenue. L'eau qui vient d'ici, elle ne va pas dans la filière de traitement, elle va directement dans les réservoirs d'eau traitée. C'est de l'eau qui est déjà propre et il n'y a pas de... comme l'eau qu'on prend dans la rivière, hein, c'est de l'eau qui est déjà saine. L'eau pompée dans les nappes profondes subit uniquement une filtration et une chloration. Cette ressource évite de solliciter l'usine de production qui, pour répondre aux besoins de la population, produit actuellement au-delà de ses capacités. À ce titre, 3 nouveaux forages seront bientôt mis en service, tandis que 10 autres seront exploités dans les années à venir, afin de répondre aux défis de l'or bleu à Mayotte. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Anne-Constance Onguena, directrice du cabinet Incidence. Anne-Constance, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors, vous coproduisez cette émission Agir pour l'environnement avec votre cabinet Incidence. C'est une vraie problématique, la problématique de l'eau. Et là, aujourd'hui, on voit les répercussions directes de cette pollution, de cette dégradation de l'environnement. C'est qu'on a des coupures d'eau. Les usines ne sont plus en capacité de nettoyer cette eau qui est aujourd'hui trop sale. Oui, absolument. Donc effectivement, la problématique de l'eau à Mayotte est réelle et sérieuse, tant sur la disponibilité de la ressource que sur effectivement la qualité de l'eau qui sert à fabriquer de l'eau potable, étant entendu que le choix a été fait, que 80% de notre ressource en eau dépendent des eaux de surface, donc évidemment des rivières. Et il est vrai que lorsque l'on se balade un peu et qu'on regarde l'état des rivières, il y a de quoi quand même un peu effectivement s'inquiéter. Elles charrient beaucoup de déchets. On y trouve des gens qui lavent des voitures, on y trouve des gens qui lavent le linge, qui se lavent eux-mêmes. Quand on voit les habitations en bordure des lits de rivière, on se rend compte que ces habitations détruisent le lit de la rivière et en même temps que les eaux de cuisine et autres eaux usées des maisons vont dans cette rivière. L'eau est charriée, arrive jusqu'au captage en vue de fabriquer l'eau potable, comme votre reportage le montre. Mais aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est cette accumulation de la pollution qui fait qu'on en arrive là, parce que c'est pas nouveau, ces problématiques. C'est vraiment l'accumulation. On arrive peut-être au point de rupture où là, maintenant, c'est plus possible, il faut agir. Il y a 3 problèmes. Ce qui explique les coupures aujourd'hui, c'est la conjonction de 3 problèmes. Le premier problème, c'est la déforestation. C'est-à-dire que l'eau, comme il y a plus d'arbres ou moins d'arbres, que le couvert végétal est moins dense, l'eau a plus de difficultés à pénétrer à l'intérieur du sous-sol. En réalité, les différentes couches de verdure permettent à l'eau d'arriver à différentes vitesses, d'être retenue en vue de pénétrer le sous-sol. Quand on déforeste, on voit les cultures sur brûlis, hein, quand on déforeste, eh bien, on rend la pénétration de l'eau plus complexe. Première difficulté, ce qui fait que derrière, elle ravine. Quand elle ravine, elle enlève la terre et elle met de la terre dans les rivières. Deuxième problématique, l'état des rivières. On voit le problème des déchets, mais plus que ça, on endommage nos rivières. Les constructions qui se font au bord des rivières détruisent le lit de celles-ci, ce qui fait que l'eau ne ruisselle plus de manière classique et normale, elle déborde, elle part dans différents sens et quelquefois elle va aussi beaucoup trop vite au moment où il pleut. Donc la rivière ne garde pas le bénéfice de la pluie en vue de fabriquer de l'eau potable. Et puis enfin, c'est le dernier problème, c'est la gestion des déchets
qui est éminemment catastrophique et qui... alors, c'est pas la gestion des déchets qui est catastrophique, c'est toutes les constructions qui sont le long du lit des rivières, qui conduisent à charrier du déchet, qui viennent obstruer les captages, qui viennent salir l'eau qui va servir à fabriquer l'eau potable. Vous parliez de ces captages, on a entendu Jean-Michel Renon. On va l'entendre à nouveau dans une autre émission qui parle également de l'eau, de l'entretien de la rivière. Je vous propose de l'écouter, Jean-Michel Renon, mais aussi Madi Vita. Ils vont nous parler tous les deux justement de ces problématiques en saison des pluies par rapport aux rivières. Écoutons tout de suite. Lorsqu'il y a une grosse pluie qui arrive, il va ramasser tout ça. Et là, il va y avoir un ruissellement. Tous ces déchets, on va le ramasser au captage de nos revenus. Quand il y a les premières pluies, on ramasse tout, quoi, hein, des bambous, des déchets, tous les sacs plastiques, tout ce qu'on peut ramasser, quoi. Et ça va bloquer, ça peut bloquer des captages. Donc il faut aller vite fait nettoyer parce que oui, il y a tout un tas de déchets, quoi. Anne-Constance Onguéna, on l'a vu. C'est effarant quand on voit ces images et on se dit que ça va de mal en pis. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Je pense qu'il est nécessaire réellement d'avoir une réelle prise de conscience et de mesurer que ce que l'on impose à la nature, et en l'occurrence à la rivière, a des conséquences directes. On est une île, personne ne viendra nous sauver si on n'a plus d'eau et on est en grande difficulté. On se souvient tous de cet épisode de sécheresse qui effectivement est aussi lié à cette eau qu'on n'arrive plus à garder et qui arrive à être en nombre insuffisant avec une augmentation aussi de la population. Alors que font les autorités aujourd'hui pour tenter de pallier et d'inverser la tendance, pallier ces problématiques et inverser la tendance? Alors de mettre en place des périmètres de protection autour des captages. Le problème, c'est qu'effectivement le volume, puis on l'a vu là dans le reportage, l'eau est très sale et en plus elle charrie du déchet. Les périmètres de protection, effectivement, limitent mais n'empêchent pas. Et comme l'eau ruisselle de plus en plus fort, c'est de plus en plus difficile de la garder dans la rivière en vue de fabriquer cette eau potable pourtant essentielle. L'autre problématique, c'est le fait de puiser dans l'eau de la rivière l'eau qui va servir à irriguer les cultures informelles qui ont été construites n'importe comment. Donc forcément, il faut lutter contre les activités quelque part un peu informelles et les activités répréhensibles, c'est-à-dire souiller la rivière pour pouvoir améliorer les choses et puis replanter, reboiser. Le conseil départemental agit justement, il y a un schéma, il arrive à point nommé. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard ? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une multiplication de ces coupures dans les prochains mois et les prochaines années d'ici à ce que ce plan soit effectif et effectivement qu'il fonctionne De toute façon, des coupures, on a commencé cette année, on ne manque pas d'eau, mais on a commencé cette année à avoir des coupures et oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne manque pas d'eau aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à la nettoyer pour la rendre potable. Exactement, donc on ne manque pas d'eau. Donc la problématique n'est pas sur les retenues collinaires ou sur l'approvisionnement en eau. La problématique, elle est réellement sur les impacts de nos atteintes, nous, habitants de Mayotte, à l'environnement. Donc il est important et impératif de les réduire dans les prochaines années. Ce schéma régional, il peut être la solution ou ça sera insuffisant? Il faudra vraiment une mutualisation des moyens entre l'État effectivement et tous les services, le conseil départemental, les mairies aussi qui ont un rôle important à jouer. Alors le conseil départemental a recensé l'intégralité des problèmes dans les rivières. Ils en ont recensé de mémoire un peu plus de 150 sur l'ensemble des rivières de Mayotte, donc c'est quand même important. Sauf que lorsque le plan sera effectif, que des équipes seront mobilisées pour enlever les déchets de la rivière ou pour entretenir les berges de la rivière, si de l'autre côté les activités ou les atteintes à l'environnement continuent, c'est un puits sans fond. On ne s'en sortira pas. Donc oui, le conseil départemental, ce qu'il va mettre en œuvre, va permettre de restaurer ou d'améliorer l'état des rivières, mais si nous n'arrêtons pas nos atteintes répétées et de plus en plus fortes sur l'environnement et notamment sur les rivières, nous n'arriverons pas à inverser la tendance qui vient de commencer, oui. Anne-Constance, merci beaucoup
beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va suivre de près cette question et cette problématique de l'eau parce qu'effectivement, ces coupures, ce sont les premières dans ce cadre-là et ça fait craindre quand même que ça soit une répétition dans les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.